Ça s'appelle les défis de l'accès à la ressource en eau. Qualité, quantité, sécurité. Emmanuel Lucas on a parlé en creux. J'ai envie de commencer avec vous, Christophe Dejoie, vous peut-être par cette DRU, donc cette directive eau qui introduit, si je mélange pas tout, l'obligation d'un traitement quaternaire, c'est ça, qui ne fait pas référence à une période préhistorique, mais à un volet de produits qu'il faut surveiller, quoi, en gros, et qui va en s'accroissant. Et vous le disiez, et ça me plaisait assez parce qu'on peut l'appliquer à beaucoup de sujets, il s'agit de rechercher l'équilibre, finalement, entre d'une part cette qualité dont on comprend bien, et le CEDIF agit beaucoup, notamment sur ces questions, avec un projet ambitieux d'osmose inversée passe pression. On en parlera. J'avais assisté à un déjeuner où le président Santini était assez content, puisqu'il y avait des nouveaux polluants, je crois éternels, qui avaient été détectés et qui donnaient raison à un sujet parfois qui a pu être mis en débat. On en parlera peut-être. Mais dites-nous un petit peu, il y a un contexte, donc je le disais, y compris européen, qui avec une inflation normative, alors parfois on s'en félicite, parfois on le déplore. Comment vous vous situez et donc comment vous estimez qu'il est possible ou souhaitable d'atteindre un équilibre sur toutes ces questions? Donc ce que nous évoquons, c'est effectivement le deuxième volet de la DRU, puisqu'on a eu la DRU en 90, la DCE en 2000, avec des dates d'application, il y a quand même des délais assez importants pour pouvoir se mettre en conformité avec donc ces textes réglementaires. Et là, on a depuis peu donc un deuxième volet donc, de la DRU, avec différentes parties. Je ne vais pas vous faire une explication de ce texte réglementaire. Et donc on va augmenter les paramètres de traitement sur l'azote, sur le phosphore, etc. On a un volet énergétique et on a aussi un volet micropolluant qui est important, qui va sans doute nécessiter, même quasiment sûr, donc l'ajout d'un traitement supplémentaire sur nos process de traitement des eaux, puisqu'on avait un traitement primaire, secondaire, tertiaire. Et effectivement, pour traiter ces micropolluants, donc il y a plusieurs techniques qui existent avec... j'ai rencontré quelques partenaires qui nous aident dans la construction des équipements et de nos usines d'épuration. Donc plusieurs techniques brevets pour traiter ces polluants, ces micropolluants, dont les perfluorés, alors j'ai pas le nom exact, mais les PFAS, d'une manière générale, c'est comme ça qu'on les nomme, qui sont effectivement des polluants éternels et qui se retrouvent après dans le milieu naturel et qui peuvent donc contaminer, en tout cas présenter des pourcentages nuisibles pour l'environnement et voire pour l'homme. Donc voilà, donc on va être contingenté sur ces rejets, sur ces traitements, avec deux étapes. Une étape plutôt facile à réaliser, donc en fonction des micropolluants, des polluants. On sait que nos usines d'épuration traitent naturellement une quantité non négligeable de l'ordre de 30% de ces micropolluants, mais quand on dit 30%, ça veut dire qu'il reste 70% qui sont rejetés dans le milieu naturel, et c'est là où il va falloir qu'on ait des équipements complémentaires, avec une logistique, avec des investissements. Alors, je vous rassure, ces équipements, il y a eu des pilotes, on a d'ailleurs accueilli sur plusieurs de nos sites au SIAP, que ce soit à Colombes et puis deux autres pilotes à Seine-Aval, des unités de traitement, avec des résultats qui donnent une satisfaction sur les paramètres. Mais ici, il s'agit d'aller un peu plus loin que le traitement des eaux usées, mais c'est aussi penser dans le grand cycle de l'eau, dans l'utilisation après de l'eau, notamment pour la consommation à des qualités de traitement plus sophistiquées. Est-ce que la baisse de l'étiage, qui est, je ne sais pas si c'est une réalité, si c'est une perspective, mais ça réduit la quantité de l'eau, et donc j'imagine que ça permet une dilution moins grande des polluants que vous émettez malgré tous vos efforts. Comment vous appréhendez cette réalité ?
Alors tout dépend des polluants. Je vais quand même défendre le SIAP, puisque vous savez, ça a été évoqué dans le cas des Jeux Olympiques qui vont se dérouler donc à partir du 26 juillet. Le SIAP est mis à contribution, et donc nous désinfectons sur les usines de Valenton et de Noisy-le-Grand, nous désinfectons les eaux qui sont rejetées dans le milieu naturel. Et parfois, nous avons des qualités, notamment bactériologiques, des qualités de traitement meilleures que ce qu'on retrouve en Seine ou dans la Marne pour Noisy. Mais il est vrai que sur d'autres polluants, plutôt sur les métaux, sur des micropolluants, là effectivement on a une dose, une quantité qui va impacter le milieu naturel. Voilà. Donc la baisse de l'eau, c'est l'étiage, donc c'est préjudiciable pour le SIAP, mais c'est surtout la température, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont des activités de pêche ou autres, qui impactent donc la faune piscicole, puisque à partir de températures de 24-25 degrés, donc vous savez qu'on a une norme, on ne doit pas rejeter des eaux supérieures à 25 degrés. Néanmoins, que nous ne sommes pas une centrale nucléaire, mais parfois il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire que quand l'eau arrive à plus de 25 degrés sur nos usines, elle va dans le milieu naturel. Mais pour le taux d'oxygène dissous, la température est le facteur principal, et donc on a une surveillance, ce qu'on appelle une vigilance renforcée avec l'Adriat, et avec des îlots de survie, avec une oxygénation artificielle, notamment à différents barrages sur la Seine, afin de maintenir donc la vie piscicole en Seine et en Marne. Donc c'est vraiment le facteur température pour nous plutôt que le débit en Seine. Et on constate un réchauffement là c'est manifeste. L'eau de la Seine par exemple se réchauffe. Alors statistiquement, sur 10 ans, l'eau de la Seine se réchauffe considérablement. Puisque, comme je le disais juste à présent, on est sur des températures qui dépassent les 25 degrés, donc c'est vraiment problématique, même si, alors c'est tout le paradoxe, ce qui a été dit par la personne qui a présenté pour la GEMAPI, c'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, pour les JO qui se préparent, on est plutôt sur des températures fraîches. Voilà, et donc on a des politiques qui se sont engagées à faire un plongeon en Seine fin juin, donc voilà, ça sera sur des températures très fraîches, mais globalement la tendance est vraiment à la hausse. Très bien. Merci beaucoup. Arnold Cotterman, vous me disiez en préparant cette matinée que la prise en compte des spécificités des territoires est essentielle à la politique de préservation de la ressource en eau. Et en Ile-de-France, une des spécificités qui est parfois aussi méconnue, c'est que l'eau qui vous sert de matière première est essentiellement une eau fluviale et ne provient pas des nappes phréatiques, contrairement à d'autres régions. Et donc, qui dit eau fluviale dit une eau plus susceptible d'être plus impactée par des pollutions peut-être. Dites-nous un peu comment vous faites beaucoup de choses. Naturellement, c'est une de vos missions premières que de garantir une eau de qualité aux Franciliens. Oui, je vais faire comme tout à l'heure, si vous me le permettez. Je vais donner quelques chiffres. Mais on vous en prie. Parce que ça permettra. Et puis en plus, quelque part maintenant, je ne sais pas si vous avez tous en tête les supports qui ont été présentés tout à l'heure par Emmanuel Lucas, mais ils sont intéressants. Moi, j'ai retenu deux diapos, même 3 intéressantes, et donc si vous les avez en tête, vous pourrez y faire référence. La particularité du CEDIF, en effet, c'est qu'il fait de l'eau potable, en tout cas de l'eau destinée à la consommation humaine, avec pour 97% sa ressource, elle est superficielle. Donc c'est 3 sites importants sur l'Oise, la Marne et la Seine. Donc 3 usines de production importantes, 97% de 250 millions de mètres cubes par an. Et donc vous comprenez bien tout de suite les enjeux. Et 3 autres pourcents, c'est du pompage en nappe souterraine, dit dans les calcaires du Champigny, donc en Seine-et-Marne. Voilà. Nous avons, au regard de l'actualité, nous avons, je dirais, trois enjeux, bien entendu. On a un enjeu quantitatif parce que vous devinez bien qu'on est soumis au changement climatique au regard de cette production qui est superficielle.
Et à ce titre, d'ailleurs, on développe des partenariats, voire des études, notamment, par exemple, depuis 9 mois, avec le BRGM, sur une projection en 2050 de à la fois la quantité et la qualité, et de l'impact du changement climatique, notamment sur les périodes d'étiage. Je vais faire un peu un retour en arrière peut-être, mais si je remonte à 30 ou 40 ans, les étiages, c'était le début de l'automne. C'était septembre, octobre généralement. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais de référence aux planches qui ont été présentées, peut-être que j'extrapole, mais celle où vous aviez une courbe assez intéressante qui montrait à quel moment, en soutien d'étiage, je dirais, commençait à être vidé, ou en tout cas déversés les volumes qui étaient dans les lacs réservoirs. Et sur cette courbe, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en tout cas, elle débute en juillet. Donc, en soi, ça veut dire que l'étiage, son évolution significative, depuis 30-40 ans, c'est qu'il n'est plus sur 2 mois en début d'automne, il commence l'été, en juillet, et se termine parfois même un peu plus tardivement que l'automne. Ça veut dire qu'on est sur des périodes de 4-5 mois d'étiage. Et donc c'est là où tout l'intérêt sur l'aspect quantitatif d'avoir notamment des lacs réservoirs qui permettent de soutenir cet étiage. Jusqu'à 60% de l'eau provient, je crois, de ces réservoirs. Sans eux, la Seine ne serait pas navigable, etc. Je vous crois sur parole, je n'ai pas fait le calcul. Donc, mais quoi qu'il en soit, c'est pour vous dire l'importance. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Et donc derrière, on a actuellement une étude sur la base des scénarios qui ont été déterminés par le GIEC à l'époque sur Explore 70. Et donc actuellement, on est avec le BRGM en train de travailler sur une projection en 2050. Voilà. En particulier sur l'Oise et la Marne. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites sur la Seine, notamment au travers du Pyrénées-Seine, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, notre priorité était plutôt sur la Marne et l'Oise, puisque on profite des acquis que nous avons déjà sur la Seine. Et ce travail donne ses premiers résultats? Vous avez quelques chiffres? Alors c'est une étude qui est sur 26 mois, donc peut-être que l'occasion nous sera donnée dans quelques temps de vous présenter les conclusions. Mais donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect quantitatif. Et après, il y a l'aspect qualitatif. Là aussi, on développe des partenariats. On en a développé un. Nous avons signé, enfin, les deux présidents du CEDIF et du SIAP ont signé, je dirais, un partenariat de recherche et développement pour 5 ans sur des aspects qui nous concernent tous les deux. Et notamment sur la matière organique. Nous travaillons encore sur le sujet de la matière organique, présent dans la ressource, forcément. Et un deuxième sujet sur lequel nous allons débuter, qui est par exemple les microplastiques, qui est un des micropolluants aujourd'hui qui est identifié à la fois dans la ressource en eau potable, mais aussi forcément qui arrive également en station d'épuration. Donc ça, c'est pour l'aspect qualitatif. Et l'enjeu du CEDIF, et là je vais faire appel à une autre diapo qui vous a été présentée, mais il faut la compléter également, je dirais, de l'Oise. Vous avez eu à un moment donné une carte qui montre l'ampleur du terrain de jeu, je vais le dire comme ça, mais l'ampleur en tout cas du territoire. Puisque vous avez eu les bassins versants hydrographiques de la Seine et de la Marne sur cette carte. Vous avez pu voir, hein, donc vous remontez en Haute-Marne sur le plateau de Langres pour la Marne. Vous allez en Franche-Comté, en Côte d'Or pour la Seine. Et si maintenant on s'intéresse un peu au CEDIF, vous intégrez l'Oise qui va jusque dans le Hainaut en Belgique, au sud de Chimay, à Momigny, qui est la source de l'Oise. Tout ceci fait 12% du territoire national, de la métropole. Territoire national, 12%, c'est-à-dire 65 000 km². Et donc, j'en déduis que vous en êtes, vous, à peu près à 9 ou 10%, en tout cas, vous gérez 9 ou 10%. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous devinez bien que c'est l'ensemble de ces sous-bassins versants hydrographiques sur lesquels il y a des enjeux communs avec de nombreuses collectivités.
de nombreux établissements intercommunaux. Bien évidemment, le CEDIF n'ira pas s'engager sur des actions parce que chacun exercera ses compétences là où il est, mais quelque part, il est important de coordonner toutes nos actions puisque on parle de Reims, on parle de Troyes, on parle d'Auxerre, voilà, et puis on peut remonter dans l'Aisne, on peut parler de Saint-Quentin dans l'Aisne, etc. Donc vous voyez, on est à une échelle quand même assez importante, et c'est tout l'enjeu. Donc pour ce qui nous concerne, on s'engage et on l'a fait lors de on a renforcé en tout cas notre volonté de préservation et de gestion de la ressource à l'occasion de notre comité du mois de novembre de l'année dernière, où sur la base de l'ordonnance qui a été prise en 2022, qui était ni plus ni moins qu'une transposition de la directive eau de 2020, sur renforcer nos actions en matière de gestion et préservation de la ressource. Donc les élus ont pris une délibération dans ce sens, et c'est dans ce cadre-là que nous développons encore plus nos actions de protection de la ressource, qu'elles soient superficielles ou souterraines, que nous avions engagées depuis de nombreuses années, depuis quelques décennies, mais qui pour autant, vous devinez bien que l'enjeu quotidien pour le CEDIF, c'est avant tout de distribuer de l'eau à 4 800 000, je dirais, consommateurs. Et donc c'est avant tout, eu égard à la ressource que nous avons, superficielle, un enjeu industriel, puisque nous devons produire de l'eau à partir de cette ressource, avec tous les impacts, notamment, M. Desjoie avait évoqué le sujet de la température de l'eau, qui n'est pas anodin, dans la phase de traitement de l'eau, pour ce qui nous concerne, donc pour la produire, mais vous devinez bien aussi qu'une température élevée de l'eau dans son cheminement, dans la distribution et dans les canalisations, dès lors qu'elle est plus élevée, peut être propice à un développement bactérien et qui nécessiterait forcément derrière des traitements complémentaires de désinfection. Donc on voit bien que tout ceci est un ensemble où chacun des paramètres, en tout cas, interfère sur l'autre. Et dans cette approche systémique, quels sont les principaux risques que vous identifiez, les risques est-ce que c'est plus les produits utilisés par certains agriculteurs qui polluent les nappes? Est-ce qu'il y a un risque terroriste? On parle des JO. Comment vous regardez ces risques de pollution exogène? La notion de risque, je veux dire, dès lors que l'industrie et la technologie vous permettent d'y répondre sur le risque sanitaire, puisque essentiellement pour ce qui nous concerne, on est destiné à distribuer de l'eau, je dirais, pour la consommation humaine. Donc c'est au travers, forcément, derrière des installations que nous avons et que nous allons faire évoluer encore dans les prochaines années, bien évidemment, pour répondre en tout cas à l'actualité très forte en ce moment sur les micropolluants de toute nature, que ce soit les microplastiques, que ce soit les perturbateurs endocriniens, que ce soit sur les polyhyperfluoroalkylés, les fameux PFAS, polluants éternels qui ont une dégradation très très lente, voire aujourd'hui de plusieurs millénaires, les pesticides, leurs métabolites, etc. Donc l'enjeu est là. Donc quelque part aujourd'hui, on sait qu'il existe des techniques complémentaires, les meilleures techniques disponibles, qui nous permettent de répondre, je dirais, et d'améliorer sérieusement la qualité du traitement, de passer à des abattements de pollution de 30, 40, 50, voire 60%, à avoir parfois donc aller jusqu'à, et c'est notre objectif, à 98%. Pour autant, on ne doit pas nier le travail qui doit être fait sur la durée. Ça, c'était pour répondre à l'enjeu industriel de fournir de l'eau au quotidien à 4,8 millions de consommateurs. On ne doit pas perdre de vue de travailler sur la durée et de protéger le milieu et de faire en sorte que justement les intrants, si je puis dire, sont les plus faibles possibles et sérieusement réduits. Et donc cette optique-là, si je zoome notamment sur la partie de souterraine, nous avons un programme qui est engagé quand même depuis 2010 sur la protection de la ressource, sur des actions, puisque nous avons des forages qui sont qualifiés dits de prioritaires au sens du Grenelle de l'environnement. Et donc nous avons un programme d'action avec les agriculteurs en particulier, et donc avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France,
avec qui aujourd'hui nous travaillons également avec le groupement des agriculteurs biologiques, et puis aussi une association agrophile qui développe en tout cas l'agroforesterie. Donc si je zoome sur aujourd'hui nos actions de captage d'eau souterraine et sur les périmètres qui ont été évoqués, nous allons mettre en place à compter à un horizon de 2 ans à peu près, on se lance dans les études de préfiguration, ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Et c'est ce qu'on appelle aussi communément parfois sur la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, ou si, dans la mesure du possible, on peut bien évidemment faire en sorte que l'eau s'infiltre là où elle tombe, si je puis dire, ça n'en sera que meilleur que si elle ruisselle et va vers les cours d'eau. Et puis après, on va lancer cette année des études générales à l'échelle de nos bassins versants hydrographiques, c'est-à-dire nos fameux 12% du territoire national. Donc bien évidemment, le premier objectif sera de déterminer quel est le bon périmètre sur lequel nous pouvons, nous, être un acteur important et sur lequel nous pouvons agir. Et c'est ça qui sera la priorité dans les 2 ans qui viennent, ce qui sera donc de déterminer quelles sont les zones d'action prioritaires ou les aires d'alimentation de ces captages en eau superficielle sur lesquels nous pouvons mener des actions, notamment, comme je l'évoquais, de type PSE ou d'autres actions, en lien aussi avec les communes membres, bien évidemment, ou toute autre commune qui serait sur ce territoire. Merci beaucoup. Baptiste Blanchard, existe-t-il un risque de baisse continue et parfois dramatique du niveau des fleuves? On sait que le Rhin, par exemple, ça n'a pas été très médiatisé, mais n'a pas été navigable pendant 2 mois dans sa partie, je ne sais plus où, dans une partie de l'Allemagne. Vous anticipez ce type de risque? Est-ce que vous anticipez une baisse du niveau des fleuves dû au réchauffement climatique? Alors oui, effectivement. Alors la Seine n'a pas le même régime hydrologique que le Rhin, qui est un fleuve alimenté par les glaciers du massif alpin. Mais on a pour autant ce sujet-là. Alors ça me permet de revenir, et puis ça fait vraiment écho à ce que disait le CEDIF tout à l'heure. C'est en fait au rôle des lacs réservoirs. Donc ce rôle de soutien d'étiage correspond effectivement à peu près 60-66% du débit qui transite dans la Seine à Austerlitz au plus gros de l'étiage, donc on va dire en septembre. Sur la Marne, on doit être on peut monter un petit peu plus, on peut aller jusqu'à 70% du débit qui est sécurisé par le lac du Der. Et c'est à mettre en rapport, alors vis-à-vis à la fois des plus de 90% d'eau potable issue de la ressource superficielle du CEDIF, et puis si on dézoome un peu et qu'on regarde à l'échelle de l'Île-de-France, on est plutôt à 70% des ressources en eau potable qui sont sécurisées par ces lacs réservoirs. Alors pour autant, il y a le changement climatique. Changement climatique, on est en train d'étudier les conséquences économiques de l'impact du changement climatique sur la question de l'eau en région parisienne avec l'OCDE, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris. Donc c'est une étude dont les rendus devraient être faits à peu près en septembre de cette année. Pour préparer cette étude-là, on a travaillé à la fois sur la connaissance des besoins en eau et à l'impact du changement climatique. Ce que nous dit le changement climatique, c'est qu'en 2050, le débit naturel des cours d'eau, donc indépendamment de l'action des lacs, sur la Seine, sur le bassin de la Seine, devrait baisser de 25% en période d'étiage. Ce que l'on nous dit aussi, c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'on a aussi un allongement très significatif de la période d'étiage. Alors les chiffres que j'ai, c'est si on prend vraiment la période stricte de l'étiage, c'est-à-dire là où le débit est le plus bas, on passe de 40 jours en moyenne, à l'heure actuelle, à plutôt 3 mois, 3 mois et demi. Donc un étiage qui va débuter plus tôt et qui va se terminer plus tard. On le voit sur la gestion de nos lacs. En théorie, nos lacs, on commence à restituer en juillet et on termine au 1er novembre. Ces dernières années, alors cette année ce ne sera probablement pas le cas, mais ces dernières années, on était souvent, dès le mois de mai, on pouvait commencer à restituer dans certains bassins, souvent au mois de juin, et on terminait plutôt fin novembre et parfois en décembre. Donc ça, on le mesure. Maintenant, on a quand même la chance d'avoir ces lacs réservoirs, donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils sont suffisants pour faire face à ce changement climatique ?
Donc pour ça, il faut se projeter en 2050 et faire aussi se projeter en termes d'usage. Est-ce que les usages vont pas aussi évoluer? On table, cette étude-là conclut sur une croissance des besoins en eau de l'ordre de 8%, alors tiré beaucoup par la démographie de la région parisienne. Même si la consommation unitaire d'eau potable diminue, on a quand même une poussée démographique, donc ça monte. Et puis, quand il fait plus chaud, on a aussi des usages qui peuvent continuer à se développer, soit sur des piscines, soit sur le recours à la climatisation ou autre. Donc, on peut avoir aussi une croissance de ces besoins. Et puis, il y a aussi l'irrigation agricole, par exemple, ou des usages comme ça qui peuvent monter. Donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que, à ce jour, dès lors que nos lacs sont remplis à plus de 50%, on évite le seuil de crise au sens des arrêtés préfectoraux. Vous savez, quand le préfet déclare la crise sur un territoire, on voit ça à la télé l'été. En général, le seuil de crise, c'est que on restreint la plupart des usages et on sauf l'eau potable. Pour schématiser, c'est ce qui se passe. Donc, à l'heure actuelle, dès lors qu'on remplit à 50%, donc en général, c'est au mois de mars, nos lacs sont remplis au mois de mars, on sait que si on a rempli nos lacs à 50%, on sait dès le mois de mars que l'été va bien se passer en région parisienne. Avec la croissance des usages, des besoins et la baisse du niveau, on a un effet ciseau qui fait qu'en 2050, il faudra que nos lacs soient remplis à 80% pour qu'on évite le seuil de crise. Donc là maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque que nos lacs ne soient pas remplis à 80% en 2050 ? Jusqu'à présent, depuis la création des lacs, donc les premiers datent dans les années 30, on a toujours réussi à garantir à peu près 70, voire 80% de ce remplissage. Mais on n'a pas été confronté à des années d'étiage comme on a pu en avoir par le passé, comme en 1921, où historiquement la Seine avait connu une grande sécheresse. On a rejoué cette année-là. On a simulé toute la pluie, tous les débits qu'on avait eu cette année-là, et on s'est aperçu que cette année-là, il n'avait pas plu à l'hiver, il n'avait pas plu au printemps. Nos lacs sont conçus pour être remplis au printemps et à l'hiver. Et donc nos lacs, avec une année historique, comme 1921, ne seraient pas remplis au-delà de 30%. Donc on sait qu'avec des choses qui se sont réellement passées, sans intégrer le changement climatique, on peut avoir des événements extrêmes qui nous conduisent à une situation qui serait une situation de crise en situation actuelle et qui serait davantage encore une situation de crise en situation projetée. On ne sait pas encore, et ça c'est une étude qu'on doit conduire, c'est qualifier d'un point de vue statistique l'occurrence de ce type de situation-là et l'occurrence dégradée après impact du changement climatique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, on a la chance d'avoir ces lacs réservoirs, mais qu'il faut quand même penser la réduction de nos consommations en eau et ce qu'on appelle, j'aime pas le terme illégal vaudé, mais la résilience, en gros, qu'est-ce qu'on fait si un jour il pleut pas pendant 6 mois, l'hiver ou le printemps. Donc ça, c'est ce que va nous aider à faire l'étude de l'OCDE, qui va nous aider à chiffrer les conséquences économiques de tout ça. C'est plusieurs milliards d'euros, hein, évidemment, et le plan d'action derrière pour essayer de réduire un peu. Parce qu'on gaspille beaucoup d'eau aujourd'hui. Il y a ces fameux exemples de toilettes japonaises, là, je ne sais pas comment ça marche, mais enfin, est-ce que ce changement d'usage va s'imposer à nous ? Il n'y a pas que le gaspillage, parce que on a aussi pas mal, si je prends les prélèvements industriels, l'industrie fait un gros effort pour réduire ses besoins en eau, mais l'industrie en général restitue au cours d'eau. Donc c'est de l'eau qui arrive quand même aux régions parisiennes. Donc il y a un sujet avec la profession agricole qui nous interpelle beaucoup, parce qu'eux, ils sont confrontés à plein de choses. Ils nous disent, les agriculteurs de Champagne nous disent, mais en fait, demain, l'avenir de la Champagne, c'est peut-être toute la production de maraîchage, parce qu'en fait, celle-ci sera plus difficile à faire dans le sud de la France, où la tension sur la ressource en eau sera encore plus forte. Et donc, finalement, on est proche d'un bassin de consommation, on a quand même une ressource en eau un peu de meilleure qualité, au sens quantitatif du terme, et donc, on a besoin, nous, d'irrigation pour pouvoir faire face à des besoins qui vont évoluer. Mais pour ça, on est conscient que les ressources en eau souterraine, on a des grosses tensions actuellement en Marne sur la nappe de la Craie,
par exemple. On sait que les ressources souterraines ne sont pas suffisantes. On a les lacs réservoirs, mais il y a d'autres usages et puis on ne sait pas toujours les remplir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas commencer à stocker différemment ailleurs, sans parler forcément de bassines, mais d'utiliser des canaux d'irrigation actuels pour essayer de stocker de l'eau? Enfin, on a toutes ces problématiques-là qui émergent. Je vais vous le demander, parce que Rem Koolhaas, par exemple, l'architecte, préconise de créer d'immenses bassins, pour, y compris sous les villes, y compris sous Paris, qui capteraient l'eau, en disant que comme les précipitations sont plus intenses, mais sur de plus courtes durées, il faut des dispositifs de stockage nouveaux, adaptés à ces évolutions climatiques. Vous semblez dire que ce n'est pas complètement idiot. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est on a parlé beaucoup d'eau superficielle, mais à l'échelle du bassin de la Seine-Amont, l'essentiel des ressources en eau sont souterraines, dans les nappes. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour stocker de l'eau que la nappe. Donc tout ce qui va contribuer à infiltrer l'eau, soit de manière artificielle, soit de manière naturelle dans les nappes, et à travailler sur les enjeux de qualité, parce que souvent, par contre, les nappes de souterraines peuvent être plus vulnérables en fait aux enjeux de qualité de la ressource, va permettre de nous offrir une résilience. Alors, il peut y avoir des solutions technologiques comme évoqué par cet architecte, mais c'est avant tout travailler à l'échelle de la ressource à l'amont. Et quand on travaille sur les zones d'expansion des crues, je fais le lien avec ce qu'on a dit, ce qu'Emmanuel a présenté, on travaille en gros sur la restauration de la fonctionnalité de zone humide. Une zone humide, c'est quoi? C'est une éponge. Ça favorise, ça capte l'eau l'hiver, ça régule les inondations, mais aussi ça restitue l'eau en période d'étiage, ça favorise l'infiltration dans les nappes, et en général ça a une fonction aussi un peu de dépollution, par exemple vis-à-vis des paramètres de nitrate ou autre. Donc travailler sur les solutions sur la nature pour un enjeu inondation, bien souvent, c'est des solutions qui sont intelligentes et qui permettent d'aller travailler sur la question de l'étiage et sur la qualité de la ressource. Tout à fait. Il faut désimperméabiliser donc les sols. Florent Cazzi, vous vouliez nous parler aussi de taille des installations, de taille des équipements, parce que bon, effectivement, dans un monde de l'eau où tout est interconnecté, hein, Arnold Cotterman le disait, vous achetez de l'eau au CEDIF, donc il y a des projets de grands rings de l'eau, je ne sais pas où ça en est, mais vous promouvez plutôt la vertu de la petite échelle. Alors, oui, pour deux raisons. La première, comme l'a dit mon collègue du CEDIF, c'est que l'enjeu de gouvernance sur 12% un territoire français, c'est métropolitain, la gouvernance politique, stratégique, administrative, peu importe, elle est très complexe à monter, voilà, à concevoir, à partager. Donc nous, on essaie de participer humblement, voilà, à ce niveau-là, comme on peut. Après, on a cette approche, au terme de résilience qui a été dit, nous on aime bien y apposer aussi le terme de résistance, parce que c'est le sujet, si je suis un peu caricatural, c'est on sait qu'on a un mur qui arrive, voilà. Maintenant, c'est est-ce qu'on y va en courant ou est-ce qu'on prend le temps de peut-être s'autoriser à avoir un peu d'élan pour passer au-dessus ou en tout cas s'écraser moins fort dessus. Donc la question, je suis un peu provocant, mais donc la question aussi c'est cette résistance. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et donc nous pour Sénéo, on a cette logique un peu de sous-zone interconnectée par rapport à ce qui existe aujourd'hui et se concentrer aussi sur cette, moi c'est un mot que j'aime bien, c'est la solidarité amont-aval, hein. En tout cas c'est la solidarité entre acteurs. Voilà, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Quand on se regarde tout seul, on voit qu'on a nos propres limites. Justement, vous en parliez tout à l'heure dans le groupement d'études qu'on a fait là avec les 4 autorités organisatrices. Ce qui était passionnant, c'est qu'on a vu que chacun avait des fragilités, mais que en fait c'était pas les mêmes. Donc nous, ce qu'on en a tiré, nous Sénéo, c'est un peu cette intuition qu'on avait, ça nous l'a confirmé, c'est que travaillons sur ces interconnexions, une sorte de gestion dynamique, je sais pas, il n'y a rien encore aujourd'hui de très concret, mais en tout cas, apprenons aussi à faire circuler les eaux dans les installations et dans les systèmes industriels qui existent, et puis vraiment ce maillage-là peut être aussi une des solutions, alors peut-être à plus court terme ou à moyen terme, hein. Mais voilà, se préparer à l'avenir moyen-long terme, c'est nécessaire, avec une problématique, moi je trouve, de gouvernance et de moyens à agir, voilà, qui nous impose une grande inertie. Et puis il y a la crise qui va arriver demain, ou celle d'hier qui est un petit peu en retard, où là, apprenons toujours à travailler ensemble, à mettre un peu en synergie nos moyens
nos moyens actuels, voilà. Et puis, alors le grand ring, moi je suis pas un grand ring trop, mais il y a déjà des tuyaux et des intercos qui existent, donc on est aussi dans une sorte de sobriété de l'investissement. On le disait tout à l'heure, hein, nos modèles financiers sont largement interrogés et vont être largement interrogés. Donc on se dit aussi, nous à Sénéo, que on peut peut-être améliorer l'existant, peut-être à moindre frais, apprendre à faire circuler les eaux entre nous, hein. On a fait des exercices de crise qui ont été assez pertinents, hein, qui ont montré que voilà, aux conditions nécessaires de bonne entente et de travail en bonne intelligence, voilà, l'Ouest parisien peut aider la ville capitale, voire un peu en dehors du périmètre, mais toujours sur le périmètre du CEDIF. Donc voilà. Et pour Sénéo, en termes de géographie un peu, je vais dire industrielle, voilà, on a cette impression, en tout cas, qu'on est un carrefour entre différentes zones interconnectées, notamment sur une zone de l'ouest parisien, plutôt tournée vers le 78, où il y a d'autres types d'installations avec une autorité organisatrice privée. Voilà. Donc là, on imagine aussi, voilà, essayer de concevoir des gouvernances peut-être un peu plus locales, voilà, laisser la place aussi aux initiatives locales. Ça a été dit sans être dit, mais on comprend bien qu'il y a des enjeux d'acceptation. Vous le faites très bien, mais vous recréez les limageurs, les mineurs, ce que moi j'apprenais à l'école. Mais en fait, c'est l'homme qui est venu, avec un grand H quand je dis ça, hein, empiéter sur ce milieu naturel, et on dit, bon bah maintenant, les solutions basées sur la nature, en fait, ça veut dire on vire l'homo sapiens sapiens, ce qui a un peu abîmé le système. C'est moi qui le dis comme ça n'a pas été dit comme ça, mais oui, non, mais je sais pas. Donc voilà, ces enjeux de gouvernance, d'acceptabilité hyper locale des solutions. On l'a pas dit, mais ces zones aussi sont faites pour préserver quand même la ville capitale. Donc il y a la solidarité amont-aval, la réciproque, hein, c'est aussi exporter ses problèmes ailleurs, ou en tout cas les solutions sont ailleurs pour résoudre les problèmes. Donc voilà, nous on mise beaucoup sur cette gouvernance et ces peut-être sous-bassins, encore une fois c'est pas minorant, hein, mais pour constituer des lieux de production, de gestion dynamique. Encore une fois, moi je viens plutôt du monde de l'écologie, hein, donc je reste convaincu, en tout cas à Sénéo on a cette intuition-là, c'est que c'est plutôt la somme des forces qui fera qu'on sera et résistant et résilient, plutôt qu'une approche seule, isolée, derrière ses frontières, où on va se dire, moi je vais me débrouiller, je vais sauver le monde tout seul. Donc voilà, donc nous on est dans cette démarche participative, basée sur, encore une fois, ces interconnexions. C'est vrai que pour nous c'est un peu le maître mot, hein, arriver à faire circuler les eaux. Très bien. Bien, merci infiniment. Y a-t-il ici, autour de moi, des demandes d'intervention, ou sinon y a-t-il des questions ou des demandes d'intervention dans la salle? Si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main. Et sinon, non, pas d'interrogation particulière. Monsieur Cotterman, c'est à vous. Je me permets de rajouter quelque chose parce que je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Donc on a vu, hein, les problèmes de quantité, de qualité. Et donc aujourd'hui, on en aura encore une meilleure connaissance, on va dire, dans les mois ou dans les années qui viennent, au travers des études qui vont être faites. Mais il y a une notion qui est quand même assez récente, et je voudrais rebondir sur le sujet de la sobriété. Parce que, bien évidemment, on peut faire toutes les interconnexions qui vont bien, etc., pour maintenir un niveau de fourniture d'eau à tous, pour satisfaire l'ensemble des usages. Mais je pense que l'enjeu de la sobriété va être là quand même pour les prochaines années. Et il y a cette notion de stress hydrique. Stress hydrique, il y a encore 2 ans de cela, c'était inconnu. En tout cas, on ne l'évoquait pas en France, me semble. Et quand on commence à parler de stress hydrique, il faut remonter à 12 ou 15 ans. Et on parlait des pays en voie de développement, et notamment, par exemple, de certaines régions du continent africain. Donc le stress hydrique, ça veut dire quoi? C'était ni plus ni moins que de mettre face à face la ressource avec les besoins et donc derrière. Donc aujourd'hui, on a défini nous avons un certain niveau de besoin, et la question, c'est comment on travaille sur cette sobriété pour justement économiser cette ressource dont on a besoin. Mais ça veut dire qu'il va falloir passer aussi par une étape qui est de réduire sans aucun doute nos besoins, ou en tout cas de les imaginer autrement.
Donc je voulais juste apporter cette précision parce que la sobriété fait partie notamment du plan haut du gouvernement. C'est une des mesures, enfin ce n'est pas qu'une des mesures, c'est un chapitre dans lequel il y a plusieurs mesures. Et je pense que là, tous collectivement, on a une responsabilité. Je rebondis encore une fois sur ce qui a été dit. En effet, c'est vrai que l'industrie, et en particulier donc l'industriel, est un consommateur d'eau important, mais fréquemment, en tout cas, et dans ses process, la remet, je dirais, dans le milieu naturel. Donc voilà, soyons collectivement sur une vraie recherche, en tout cas, de la sobriété sur la consommation et des usages. Et quand vous revenez... moi, j'ai commencé ma carrière dans l'eau par une sécheresse. Donc, c'était il y a un certain temps. Et je suis en train de relire parfois certaines restitutions de colloques. Je le disais à quelqu'un tout à l'heure en aparté, mais c'est assez amusant de relire ce qu'on faisait comme restitution sur les sécheresses de 85-86 dans les années 90. Donc, il y a un colloque qui s'est tenu à Paris dans les années 90 où, tout compte fait, on était surtout à essayer de tirer des enseignements de telle manière à satisfaire non seulement les usages toujours de l'époque, mais qui plus est à permettre encore le développement et à augmenter quelque part la proportion et le besoin. Voilà, donc il faut parfois aussi revenir un peu en arrière pour savoir si les bonnes orientations ont été prises et qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, si je puis dire. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue par rapport à tout ce qu'on a évoqué, me semble-t-il, le sujet de la sobriété. Mais je crois qu'on peut vous applaudir pour ça, notamment.